Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le portage de The Last of Us Part 1 est sorti sur PC, et il y a des problèmes. Parlons-en, allons-y, c'est parti. Alors, The Last of Us Part 1, c'est une refonte graphique totale de The Last of Us qui était sorti à l'époque en fin de vie de la PlayStation 3. Et cette première version PlayStation 3 avait eu le droit à un remaster sur PlayStation 4 assez rapidement au début de la PlayStation 4. Et donc là, en début de vie de la PlayStation 5, on a eu ce Part 1 qui est une refonte la plus globale et qui se repose sur le moteur de The Last of Us Part 2 en fait. Donc il n'y a pas vraiment de changement majeur niveau gameplay ou sur l'histoire, c'est principalement juste une grosse refonte graphique. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire un remaster d'un remaster? Alors personnellement, je pense que c'est surtout un moyen pour Naughty Dog de se faire les dents sur une nouvelle console avec leur moteur, avant de passer au gros jeu qui suit, tout en faisant plaisir aux fans et pourquoi pas toucher également un nouveau public. Surtout qu'en plus dernièrement, on a également eu le droit à la série The Last of Us qui a plutôt pas trop mal marché sur Amazon et compagnie. Du coup, la sortie du jeu sur PC plus ou moins au même moment, d'un point de vue marketing, ça paraissait plutôt pas mal. Mais bon, comme bien souvent sur PC dernièrement, le gros problème de The Last of Us Part 1, c'est qu'on a plus l'impression d'avoir un bêta test, voire peut-être même sur certains côtés une alpha, qu'un produit fini. Donc oui, malheureusement, c'est encore une fois un portage PC plutôt bancal et c'est probablement un des pires que l'on a eu ces derniers mois. Malgré tout, pour ce portage PC, il y a quand même plusieurs choses positives. Déjà, du côté des upscalers, on a à la fois le DLSS 2 et le FSR 2 qui sont présents. Par contre, on n'a pas de XeSS ou de DLSS 3, ce qui est un petit peu dommage quand on voit la lourdeur du jeu côté processeur par exemple. Par contre, on a un support de l'ultrawide plutôt correct sur PC, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et autre originalité, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de ray tracing dans le jeu. Et c'est une des forces du titre d'un certain côté, puisque le moteur de Naughty Dog, c'est un petit peu la Rolls-Royce des moteurs pour de la rasterisation brute. La gestion des éclairages, des reflets et des ombres est largement meilleure que sur la plupart des jeux où le ray tracing est rajouté un petit peu à l'arrache, ce qui reste encore la majorité des jeux à l'heure actuelle. Donc ça a sûrement dû demander énormément de travail aux équipes de Naughty Dog pour arriver à une qualité de rendu pareil en rasterisation brute, mais c'est vrai qu'il n'a absolument rien à envier à la plupart des autres grosses sorties avec ray tracing dernièrement, je dirais même que c'est mieux la plupart du temps. Donc d'un point de vue purement technique, quand tout fonctionne bien, c'est vrai que le jeu est vraiment impressionnant. Par contre, le portage a quand même plusieurs gros problèmes, et un des problèmes majeurs à l'heure actuelle, c'est la compilation des shaders. Alors, dans l'absolu, le fait que le jeu compile les shaders au lancement du titre, c'est pas incroyable, c'est même plutôt une bonne chose, et ça devrait être le cas dans plus de jeux où on a vu que ça posait problème. Et il y avait aussi eu dernièrement le portage d'Uncharted 4 sur PC, où on avait également la compilation des shaders de la même façon que pour ce portage de The Last of Us. Mais le gros problème ici par rapport à Uncharted 4, c'est que pour The Last of Us, ça prend vraiment des plombes. Et de ce que j'ai pu observer, ça dépend aussi vraiment beaucoup du matos que vous utilisez, puisque cette compilation de shaders, c'est fait par le processeur, donc si vous avez une bête de course type 13900K ou un 7950X, ça devrait être plutôt rapide. Et encore que ça résout pas tous les problèmes, puisque moi de ce que j'ai pu observer, c'est aussi que selon le GPU que vous allez utiliser, ça va aller plus ou moins vite. Et même sans chronométrer tout ça, c'était pour moi beaucoup plus long de faire cette compilation de shaders avec les cartes d'AMD et d'Intel qu'avec les GPU d'NVIDIA, et je sais pas trop pourquoi. Puisque sur ma config de test, en dehors des différentes cartes que j'utilise, c'est exactement la même config à chaque fois, mais sur les GPU que j'ai testé, c'était facilement 2 fois plus long, voire plus, sur les cartes d'AMD que sur les GeForce par exemple. Alors après, ça je dirais que c'est vraiment un très gros problème quand, comme moi, vous essayez de faire des tests de GPU et que vous changez de GPU à chaque fois, puisqu'à chaque fois que vous changez de GPU, même si c'est un GPU de la même marque, vous devez recompiler les shaders à chaque fois. Et vu qu'ici ça prend entre une demi-heure et 1 heure, voire un petit peu plus sur certaines cartes, vous comprenez tout de suite que c'est très long. Et même pour vous, en l'utilisant chez vous, à chaque fois que vous allez mettre à jour les drivers, ou si vous changez votre GPU, enfin une réinstallation système ou tout ça, à chaque fois vous allez vous retaper cette compilation de shaders, donc ça peut vite être quand même hyper gênant. Ce qui fait qu'on arrive à cette situation un petit peu étrange pour moi ici, où j'ai passé plus de temps à attendre que la compilation de shaders se fasse qu'à tester les GPU eux-mêmes. Alors heureusement que pour les tests processeurs c'est un petit peu plus simple, vu que c'est le même GPU qui est réutilisé à chaque fois, je pouvais lancer également plusieurs fois le jeu, puisque la bonne nouvelle ici c'est qu'il n'y a pas de protection par dénuveau par exemple, donc je pouvais
pouvais faire une compilation de shader sur un PC et la faire aussi sur un autre PC en même temps, ce qui m'a permis de gagner un petit peu de temps. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était quand même hyper pénible pour tester un seul jeu ici. C'était probablement un des pires ces derniers temps. Surtout que cette compilation de shader, il vaut mieux la laisser se terminer complètement, puisque sinon les performances seront vraiment très mauvaises en jeu, vous allez perdre beaucoup de performances, sans parler des chargements intempestifs que vous allez avoir en plus si vous ne laissez pas cette compilation de shader se terminer. Donc concrètement, vaut mieux la laisser se terminer une fois, même si c'est très très long, que d'essayer de lancer le jeu avant et d'avoir une expérience, je dirais, encore pire. Puisque pour voir un petit peu l'impact de tout ça, j'avais testé sur la RTX 3070 en jouant avec la compilation de shader qui se faisait en arrière-plan, et après que la compilation de shader se termine, on gagnait facilement 20% de performance, et en plus c'était beaucoup plus stable dans l'ensemble, ce qui n'était pas du tout le cas quand la compilation de shader n'était pas terminée. Alors pourquoi est-ce qu'ici c'est vraiment un très gros problème alors que c'était pas le cas par exemple sur Uncharted 4 ? Bon, de ce que j'ai entendu dire, il y a une histoire de fichier DLL qu'ils ont utilisé pour cette compilation de shader qui n'est pas la bonne ou qui n'est pas la plus optimale. Dans la logique, ça devrait être patché assez rapidement, ça devrait améliorer la chose, mais malgré tout, un petit peu comme pour Uncharted 4, il vaut mieux attendre que cette compilation de shader se termine avant de lancer le jeu. Mais bon, on peut se poser encore une fois la question, est-ce que les développeurs testent vraiment leur jeu avant de les sortir ? Puisque plus d'une heure de compilation de shader avant de pouvoir jouer, c'est tout simplement une purge. Sinon, en dehors de ce gros problème, le jeu manque clairement d'optimisation, et le jeu est vraiment hyper lourd d'un point de vue processeur aussi, et quelque part, c'est pas sans rappeler non plus le patch Next Generation de The Witcher 3 qui est sorti dernièrement. Alors ça dépend aussi évidemment beaucoup de ce qu'il se passe à l'écran dans le jeu et selon les endroits où vous allez faire vos tests, puisque ça morfle beaucoup du côté du processeur, mais pas que, puisque le jeu est aussi hyper gourmand d'un point de vue VRAM et RAM system également. Et cette gourmandise côté VRAM et RAM system, je pense que c'est vraiment une tendance qui est là pour rester avec les portages consoles et les moteurs plus modernes, et ce sera un problème pour les GPU que je qualifierais de puissants mais avec moins de 10 Go de RAM, donc particulièrement les 3070 et 3070 Ti, qui clairement se retrouvent quand même fortement limités avec leurs 8 Go de RAM. Et ça on a déjà pu l'observer avec pas mal de jeux qui sortent dernièrement, même en 1440p, 8 Go de RAM, ça devient assez vite critique, particulièrement si on cherche à jouer avec les réglages en ultra. Même ici, avec les détails en élevé, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Mais même en dehors de la VRAM, le jeu semble vraiment hyper sensible d'un point de vue RAM système, et des tests que j'ai pu faire jusqu'ici, j'ai vraiment l'impression que le jeu aime beaucoup la DDR5 et la bande passante en plus par rapport à la DDR4. Et dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé que les performances étaient bien plus stables avec les CPU Intel ou AMD en DDR5 que sur la plateforme AM4. La question qu'on peut se poser du coup, c'est pourquoi les jeux sont-ils de plus en plus gourmands sur PC tout du moins, du côté VRAM et RAM system. Alors moi de ce que j'ai compris en écoutant plusieurs développeurs parler des portages PC et tout ça, c'est qu'un des problèmes actuels sur PC, c'est que les consoles utilisent beaucoup leur RAM unifié, mais également leur SSD et leurs moyens de décompression de données. Par rapport à un PC, c'est que les solutions comme Direct Storage ne sont pas encore vraiment utilisées ou répandues, et niveau stockage sur PC c'est pareil. Même si on a beaucoup plus de SSD qu'à une certaine époque, on n'est clairement pas tous à l'heure actuelle sur du SSD NVMe M2 en 3.0 qui tourne à balle. Et donc une solution les plus simples pour les développeurs pour pallier à ce problème, c'est de grignoter sur la RAM et la VRAM. Donc à mon avis, préparez-vous à avoir le besoin côté RAM system passer à 32 Go assez rapidement. Et pour les GPU, je pense qu'on devrait toper assez vite dans les 12 Go de RAM. Minimum, je dirais entre guillemets, pour avoir quelque chose de vraiment utilisable avec des détails élevés. Sinon, au niveau stabilité du jeu en lui-même, alors j'ai eu quelques crashs, principalement avec la compilation de shader justement, où ça m'est arrivé une fois avec la carte d'Intel, la 770, ça m'est arrivé aussi une fois avec la 7900 XTX, et j'ai également eu 2 crashs en jeu avec la RTX 3070 pendant mes tests. Alors, est-ce que c'est lié au manque de VRAM pour la 3070 ? Je sais pas, mais j'ai pas eu de plantage avec les autres GPU. Pour le test du coup, moins de GPU que d'habitude, principalement à cause de cette histoire de compilation de shader. Du coup j'ai fait l'impasse sur les RTX 2000 et sur la 380 d'Intel, vu les performances de la 770, comme on le verra après.
Je me suis dit que ça servait pas à grand chose de m'infliger 1 heure de compilation de shader pour avoir quelque chose qui de toute façon aurait de mauvaises performances. Puisque bon, un des problèmes de la 380 d'Intel, c'est qu'elle n'a que 6 Go de RAM, donc ça aurait probablement été injouable sur ce jeu-là, même en 1080p. Niveau driver, j'ai utilisé les derniers drivers en date pour les 3 marques à date d'hier, puisqu'AMD vient de sortir un nouveau driver qui est censé améliorer les perfs sur le jeu. Alors de ce que j'ai vu, c'est un petit boost de performance, mais rien de non plus incroyable, hein, puisque ça semble tourner à moins de 5% de perf en plus, donc c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit pour les résultats que je vais montrer ici. Mais ce nouveau driver ne change pas les choses de manière absolument démentielle. Je pense qu'il faut vraiment que le jeu soit patché. Donc bref, vous m'excuserez, mais j'avais pas trop envie de me retaper 6 heures de compilation de shader juste pour pouvoir retester les Radeon aujourd'hui. Je pense juste qu'AMD aurait dû sortir son driver avant. La scène de test que j'ai utilisée, alors ça se passe au début du jeu, quand c'est la panique en ville, ça me semblait pas trop mal hein, à la base. Il y avait pas mal de PNJ, pas mal d'effets de lumière et d'ombre, facilement répétables, ça me paraissait intéressant. Et j'avais commencé les tests avec l'RTX 3070 et ça m'avait semblé être une scène normale, niveau scaling des performances avec le GPU. Et il n'y a qu'après avoir testé avec des GPU plus puissants que j'ai vraiment pu voir à quel point c'était une scène en fait hyper lourde pour les processeurs. Et si j'avais su ça avant, ben, j'aurais probablement utilisé une autre scène pour les GPU et une scène pour les processeurs comme j'avais pu le faire pour Hogwarts Legacy. Et s'il n'y avait pas eu cette histoire de compilation de shader, ben je l'aurais probablement fait, mais là j'avais déjà testé 4 GPU, c'était trop tard hein, pour revenir en arrière, du coup j'ai continué comme ça. Donc bon, le truc important à retenir, c'est que pour certains GPU, du coup, ben, on est bottleneck par les processeurs jusqu'en 4K, et je pense aussi que ça fait ressortir certains autres problèmes. Et du coup, comme la charge en jeu change énormément d'un endroit à un autre, et vu l'impact des processeurs et de la RAM sur les tests, bah mes résultats et mes chiffres ici sont à prendre pour ce qu'ils sont, parce que je pense que ce sera bien différent avec d'autres benches selon ce qu'ils testent, avec quel matériel et dans quelles conditions. Alors en 1080p, déjà petite précision, pour la RX 6600 et la RX 570, je les ai testés avec le Ryzen 7600 et non pas avec le 5800 X3D, pour gagner du temps tout simplement, puisque bon, pour ces deux GPU là, je me suis dit, bah, de toute façon on sera limité par la puissance du GPU ici, ça devrait pas avoir un impact énorme. Malgré tout, pour la RX 6600, comme on le verra pour les tests processeurs plus tard, ça peut avoir un impact sur ces 1% par rapport aux cartes plus puissantes. Et ce qu'on peut observer ici, c'est qu'en 1080p, tous les GPU sont plus ou moins au même niveau de performance, principalement sur les GeForce, et on voit aussi que la 7900 XTX et la 6800 XT sont légèrement plus à l'aise. Alors ça s'explique peut-être par le poids des drivers qui est un petit peu plus léger pour les Radeon la plupart du temps, on l'a déjà vu dans plein d'autres tests en 1080p, on retrouve souvent la 7900 XTX en première position. Par contre c'est assez rare de voir la 6800 XT aussi haute dans les tests, mais bon, c'est le cas ici. Par contre, ce qu'on observe, c'est que pour les RTX, jusqu'à la 3060, en fait, on a plus ou moins le même niveau d'expérience en jeu, puisqu'on voit qu'au niveau des 1%, toutes les cartes sont plus ou moins au même niveau de performance et on se mange clairement une limite côté processeur ici. Et une fois la grosse brochette de RTX passée, on retrouve la 6700 XT, qui semble quand même un petit peu plus à la peine, par exemple, que la 6800 XT dans ce jeu-là, ou même la 6600. Alors, peut-être parce que c'est pas la même plateforme, mais dans l'ensemble, elle était quand même... Enfin, je trouve qu'elle était un petit peu décevante par rapport à la 6800 XT, donc je sais pas ce qui se passe ici. On aura l'occasion d'y revenir après. La 1080 Ti, par contre, on voit qu'elle se comporte encore plutôt pas mal. Je trouve que bon, son niveau de performance, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attend. Juste derrière elle, on retrouve la RX 6600, qui pour le coup a un niveau de performance que je trouve plutôt correct, ça passe dans les grandes lignes, rien de dramatique. Par contre, et là c'est un petit peu plus décevant, c'est les performances du GPU d'Intel ici. On voit que là, 770, ses performances sur ce jeu sont vraiment pas terribles. Alors ça s'explique peut-être parce qu'Intel n'a pas sorti de driver pour The Last of Us jusqu'ici, ça arrivera peut-être plus tard, mais en l'état, pour l'instant, c'est pas terrible. Par contre, j'étais plutôt agréablement surpris, en fait, c'est la RX 570 8Go, et bien on voit qu'elle réussit à sortir environ 30 FPS, plutôt constant, puisqu'au niveau de 1%, on voit que ça tourne à 28, donc c'est plutôt jouable, même pour une carte aussi ancienne, et ici elle est clairement sauvée par ses 8Go de RAM, en 1080p détail élevé, ça passe plutôt pas trop mal. Alors après j'ai fait quelques tests à côté avec la RX 570 pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Bon, en réalité, je pense que le bon compromis c'est les détails médium, sans upscaling, puisque le FSR2 sur ce jeu-là avec la RX 570 c'est pas terrible. Et elle tournait aux alentours des 45 FPS, ce qui était plutôt pas mal dans l'ensemble. On enchaîne avec les performances en 1440p et ça bouge pas mal. Bon, on retrouve toujours la 7900 XTX en première position,
on retrouve toujours derrière pas mal de RTX avec des performances plus ou moins similaires, hein. Et on voit que c'est surtout au niveau des 1% que toutes les cartes sont plus ou moins au même niveau encore une fois. D'ailleurs c'est intéressant de noter qu'au niveau des 1%, les RTX 3000 semblent un petit peu plus à l'aise que les 4000 sur ce jeu là, avec cette config là tout du moins, puisqu'on voit que la 3080 et la 3070 ont des 1% légèrement plus élevés ici. On voit également que la 6800 XT, même si au niveau de ses performances en moyenne, c'est plus bas que la plupart des RTX plus puissantes, par contre, on voit qu'au niveau des 1%, elle est quand même largement plus à l'aise ici, donc en réalité, au niveau de l'expérience de jeu globale, elle offre quelque chose de plus intéressant sur cette config, tout du moins que la 3080 est supérieure. On retrouve ensuite la 3070 et la 6700 XT, 6700 XT qui, pour moi je trouve, c'est toujours un petit peu compliqué. La RTX 3060 par contre, je trouve qu'elle se comporte de manière plutôt correcte et plutôt convenable dans l'ensemble ici, tout comme la GTX 1080 qui s'en sort encore plutôt pas mal. L'arc A770 par contre, c'est toujours plutôt décevant, même si en réalité ses performances sont quasiment identiques à ce qu'on retrouvait en 1080p. La RX 6600, elle, comme d'habitude, elle chute énormément quand on passe en 1440p. Ici, on voit que ça devient un petit peu plus compliqué puisqu'on tourne aux alentours des 30 fps constants. Et enfin, la RX 570, ici, est quand même plutôt larguée dans l'ensemble, c'est plus vraiment utilisable en 1440p. En 3440 par 1440, alors ça bouge encore pas mal, mais on retrouve quand même cette tendance où les cartes de chez AMD ont des 1% plus élevés que les cartes de chez Nvidia, et on voit aussi encore une fois que la 3080 est supérieure. Au niveau des 1%, on est tous plus ou moins au même niveau de performance, donc je pense vraiment qu'ici on a une limite du système plus que des cartes elles-mêmes. Par contre, et c'est intéressant, on voit que maintenant la 3070 est un petit peu plus en difficulté qu'en 1440p, là où la 6700 XT maintenant se situe un tout petit peu au-dessus au niveau des 1%. Ça s'explique peut-être par les 12 Go de RAM au lieu des 8 Go de la 3070, puisqu'on voit que la 3060, même elle, se maintient un petit peu mieux au niveau des 1% que la 3070. La 770 d'Intel, c'est toujours relativement décevant, puisqu'ici on est plus ou moins au même niveau de performance que la GTX 1080 Ti. On retrouve derrière la RX 6600 qui commence à décrocher totalement, tout comme la RX 570. On arrive ensuite en 4K, là on voit que comme d'habitude au niveau des 1% sur les GeForce, il y a un truc qui coince, alors je sais pas si c'est les drivers, je sais pas si c'est le combo processeur RAM ici qui les met un petit peu plus en difficulté, mais très clairement la 7900 XTX au final ici propose une expérience de jeu un petit peu plus sympa. On voit que la 6800 XT décroche un petit peu en 4K, mais on voit aussi que la 3080 chute un petit peu plus que la 6800 XT en 4K, ce qui est assez rare la plupart du temps. Donc est-ce que c'est les 10 Go de RAM qui viennent un petit peu l'impacter ici? C'est pas impossible. La 6800 XT est quand même plus à l'aise avec ses 16 Go de RAM. La 3070, on voit que c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Pareil, en 4K, je pense que les 8 Go de RAM, ça la pénalise énormément, puisqu'au niveau des 1%, on fait à peine jeu égal avec la 6700 XT, alors que d'ordinaire, en 4K, la 3070, quand tout se passe bien pour elle, elle est la plupart du temps plus à l'aise que la 6700 XT. Tout en sachant que dans les résolutions inférieures, la 6700 XT était pas vraiment à la fête sur ce titre-là. C'est plutôt décevant dans l'ensemble et on arrive au même niveau de performance que la RTX 3060 et l'Arc A770, ainsi que la GTX 1080 Ti qui sont toutes plus ou moins au même niveau de perf. Et on retrouve derrière la RX 6600 et la RX 570 qui sont maintenant complètement larguées. Alors j'ai aussi voulu voir un petit peu ce que ça donnait avec upscaling en 4K, avec le DLSS et le FSR en mode balance, donc le mode équilibré en français. Alors on voit qu'on a un classement plus ou moins similaire à ce qu'on trouvait en 1440p, avec la 7900 XTX plus à l'aise que les RTX 4000 ici, principalement sur les 1%, tout comme la 6800 XT qui au final offre des performances plus intéressantes que les RTX 3080 et supérieures grâce à ces 1% plus élevés. On retrouve derrière la 3070, la 6700 XT, la 3060 et la 1080 Ti, voire même l'Arc A770 qui sont à un niveau de performance au final plutôt proche. Pour la RX 6600 et la 578 Go, ça reste très compliqué, mais on voit quand même que l'upscaling, ça leur permet de gagner un petit peu en performance malgré tout. On passe maintenant du côté des performances des processeurs, et là il y a plusieurs choses intéressantes à observer quand même. Déjà, on voit que très clairement, l'i5 13600K est largement plus à l'aise sur ce jeu-là que le 5800X 3D, particulièrement au niveau des 1%, mais même sur la moyenne de FPS, on est quand même largement au-dessus. Pareil en ce qui concerne le 12600K, c'est un cran au-dessus du 5800X 3D ici, ce qui est quand même assez rare.
Ce qui permet sur ce titre-là d'avoir le Ryzen 7600 et le 5800 X3D plus ou moins au même niveau de performance, mais j'avoue qu'au niveau de la sensation de fluidité, ça me paraissait un petit peu mieux sur le Ryzen 7600 que sur le 5800 X3D. Par contre, chez Intel, on voit que l'i3 13100 est un petit peu plus en difficulté que d'habitude, et là c'est très clairement parce que les 4 corps tournent à 100% tout le temps. Donc sur ce jeu-là, c'est un des rares titres où le fait que ce soit un 4 corps 8 threads le mettre un petit peu plus en difficulté, puisqu'ici on se retrouve derrière le Ryzen 5600, et on est plus ou moins au même niveau de performance que le Ryzen 3600, alors que d'ordinaire, l'i3 13100 fait plus ou moins jeu égal avec le 5600. Donc, côté processeur, on voit qu'à l'heure actuelle, c'est clairement l'architecture Intel qui est plus à l'aise sur ce titre-là, tout du moins avec DDR5, puisqu'en DDR4, je sais pas ce que ça donnerait, mais il y a de grandes chances que ce soit un cran en dessous quand même. Alors au final, comme on peut le voir, le gros problème pour ce jeu, c'est que les performances sont hyper aléatoires, et ça montre pour moi surtout que le jeu n'est tout simplement pas fini pour le moment. Alors certes, quand on a le matos qui va bien pour faire tourner le jeu, ça peut bien se passer dans l'ensemble, mais par contre, si vous avez un combo perdant, ça se passe tout de suite beaucoup moins bien. Malgré tout, si vous avez acheté le jeu ou que vous comptez l'acheter, déjà je recommande de ne pas l'acheter pour le moment, pour ne pas encourager ce genre de portage un petit peu fini à la pisse. Mais si vous l'avez déjà fait, et que vous ne pouvez pas vous faire rembourser par Steam par exemple, puisque les 2 heures d'essai entre guillemets ont été bouffées par le temps de compilation des shaders par exemple, et bien pour que ça se passe au mieux entre guillemets, déjà je pense qu'il vaut mieux caper ses FPS entre 60 voire 30 FPS si vous avez une petite config. Ça évite que les performances fassent un petit peu trop le yo-yo, et dans l'ensemble, c'est un petit peu plus agréable, je trouve, que de laisser les FPS non capés. Au niveau des réglages graphiques, alors personnellement, j'ai pas vu vraiment de grosses différences entre les détails ultra et élevés, voire même quasiment aucune, enfin à l'œil nu, à part vraiment zoomer sur les différents trucs. Personnellement, j'ai rien vu de vraiment terrible, mais même les détails en médium, je trouve qu'ils sont vraiment très très propres. Par contre, les détails en low, là, ça pique un petit peu quand même. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de jouer en médium avec le plus de FPS possible d'une façon ou d'une autre, que de baisser en détail low, où là c'est vraiment plutôt moche. Après, l'autre problème, c'est que souvent le jeu est fortement limité par les performances du processeur, donc en réalité, faut essayer de trouver un équilibre qui vous correspond pour avoir aux alentours des 60 FPS, voire un petit peu moins si votre config le permet pas. Sinon, je pense qu'il faut vraiment tout juste mieux attendre que le jeu soit patché et qu'il baisse de prix accessoirement pour pouvoir passer à la caisse, puisque le jeu en lui-même, c'est un très bon jeu, ça on le sait, mais là, en l'état, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune raison de vouloir récompenser ce type de portage. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé sur ce portage, et je pense qu'ils auraient dû tout simplement le repousser, puisque là c'est clairement pas prêt. Peut-être qu'ils ont voulu coller un petit peu à la période de hype qu'on a connue avec la série qui s'est terminée il y a pas très longtemps, enfin la première saison tout du moins, mais là, franchement vu l'état du portage, ils auraient tout simplement dû le repousser. Là ça fait plus de mal qu'autre chose au jeu lui-même, et au jeu PC en général aussi, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça à l'heure actuelle. Et c'est clairement un petit peu dommage, puisque on avait eu quelques portages dernièrement, quelques jeux sur PC qui se comportaient plutôt pas mal, et ça fait par exemple passer le portage de Resident Evil Remake pour un chef-d'œuvre absolu, alors que le portage de Resident Evil Remake est juste un portage, je dirais, normal. Là, c'est juste que c'est vraiment pas bon. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est plutôt décevant dans l'ensemble, c'est clairement le pire portage de jeu Sony qu'on a eu jusqu'ici, en dehors peut-être du portage de Horizon Zero Dawn à l'époque. C'était un des premiers, c'était excusable, mais là c'est vrai que ça l'est beaucoup moins à l'heure actuelle. Après, je dirais la bonne chose, c'est que les problèmes d'Horizon Zero Dawn par exemple ont tous été corrigés par la suite, le jeu a été patché pendant un très long moment, et la plupart des jeux Sony c'est souvent le cas. Et bien là j'espère que ce sera la même chose. Mais en attendant que tous ces petits problèmes soient corrigés, moi j'ai envie de dire tout simplement passez votre chemin, c'est la meilleure chose à faire. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!